Donc, on a vu hier que pour utiliser JASP, il faut d'abord commencer par importer les données. Comme vous le constatez, par exemple ici, les différentes analyses, l'analyse descriptive, les tests statistiques, tout est grisé pour le moment. Donc, et pour importer les données, on vient au niveau du menu. On part dans Open. On part choisir l'emplacement. Si c'est sur notre ordinateur, c'est Computer. Et par exemple, notre jeu de données se trouve sur le bureau. Donc, je viens dans Desktop pour aller chercher ma base de données. Donc, fichier EXO. OK, il y a statistique descriptive. Je double-clique pour ouvrir. Et voilà. Donc, vous constatez que les analyses, là, ça a été activé. Descriptive, t-test et ANOVA, et ainsi de suite. Donc, on avait vu qu'on pouvait ajouter d'autres analyses. Si, par exemple, on voulait effectuer une modélisation par équation structurelle, on vient cocher seulement ici. On clique sur le plus en haut. On vient, on choisit l'analyse qui nous intéresse et automatiquement, ça s'ajoute ici. Si, par exemple, c'est la segmentation, on veut faire la classification, on choisit Machine Learning. On coche, ça l'ajoute, et ainsi de suite. Donc, pour notre exemple, on vient d'importer notre base de données. On s'assure d'abord du type de mesure. Ici, par exemple, numéro client, vous voyez que ça a pris échelle. Mais est-ce que les numéros là, on va essayer de calculer la moyenne des numéros? Si on ne va pas effectuer des calculs de moyenne sur les numéros, ça veut dire que ce n'est pas type échelle. C'est type nominal ou bien même ordinal. C'est même mieux de prendre ordinal parce que les numéros là sont ordonnés. Donc, je change type échelle, je prends ordinal. Secteur d'activité là, c'est bon. On voit que c'est type nominal et nominal texte. Et ainsi de suite. Ici aussi, même chose. Numéro de commande, c'est type ordinal. Ainsi de suite. Tant qu'on ne va pas effectuer des opérations de calcul de moyenne, ainsi de suite, de somme, soit c'est ordinal, soit c'est nominal. Par exemple, ici, les prix, c'est venu par défaut ordinal. Or, moi, je sais que c'est échelle, puisque je vais effectuer des calculs sur les prix. Donc, je viens déjà de vérifier les types de mesures. Maintenant, je peux ouvrir statistique descriptive. Et dans statistique descriptive, par exemple, je vais prendre les quantités. Si je veux travailler sur une variable, je sélectionne la variable et je fais basculer dans la fenêtre des variables. Et automatiquement, à ma droite, dans la partie des résultats, ça me donne le tableau des statistiques. Par défaut, nous avons la moyenne, et le standard deviation, le minimum et puis le maximum. Donc, je peux ajouter d'autres paramètres statistiques en venant dans statistiques. Quand je clique sur statistiques, ça me donne d'autres options pour ajouter d'autres paramètres, tels que par exemple la variance. Je coche la variance et automatiquement, ça l'ajoute à mon tableau. Et si par exemple, je vais faire des représentations graphiques, je viens dans Plot. Dans Plot, voilà, on a la possibilité de faire les boîtes à moustaches, qu'on appelle en anglais box plot. Je coche seulement et automatiquement, ça affiche les résultats dans la partie résultats. Ça tourne pour le moment, voilà. Ça vient d'afficher la boîte à moustaches dans la partie résultats. Et vous voyez, ça permet déjà de voir des valeurs aberrantes là. Vous voyez que vraiment ici, il y a des valeurs, il y a au moins 5 valeurs qui sortent vraiment. Des valeurs extrêmes. Et il y a d'autres possibilités. Hein. On peut ajouter, paramétrer le graphique comme
on peut utiliser des couleurs si on le souhaite. Voilà. Ici, par exemple, on peut se poser la question, bon, les quantités là, par exemple, on les veut par secteur d'activité, comme on l'a fait hier. Et là, on veut éclater. Split là, c'est comme si on voulait éclater nos données. Donc, on choisit secteur d'activité, on sélectionne et on fait basculer dans split. Voilà. Et ça répercute automatiquement au niveau de notre tableau statistique et au niveau des variables, et au niveau des graphiques également. Ici. Et hier, on a vu que si vous regardez les icônes qui sont dans split là, on ne peut éclater que pour les variables, par variable plutôt nominale ou bien variable ordinale. Ici, on a la possibilité, si c'était des variables, ici par exemple, ce qu'on a mis dans variable, si ce n'était pas des données numériques et de type échelle, si c'était une variable nominale, on cochait seulement ici, frequency table. Là, ça allait nous donner les tableaux de fréquences pour la variable en question. Donc, voilà en gros comment on fait pour résumer vraiment les données. Il y a d'autres types de graphiques, hein. Vous pouvez les cocher et puis voilà, voir les résultats. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avant qu'on ne poursuive. Oui, oui, merci. Oui, merci. C'est bon. D'accord. D'autres interventions? C'est bon, on peut poursuivre. OK. Avant de se séparer, j'avais affiché un exercice. Je ne sais pas si on peut parcourir ensemble. Est-ce que vous avez pu essayer même l'exercice là? Donc, on va lire et puis voir ensemble. Donc, on dit que le développement psychomoteur des enfants de poids réduit à la naissance, qu'on a nommé PRN, a été mesuré selon l'index des échelles. Je ne sais pas s'il y a un psychologue parmi nous, c'est de Bailey ou bien c'est qui même. Sur cette échelle, les enfants normaux ont en moyenne un index distant. Par rapport aux enfants normaux, les enfants PRN ont-ils en moyenne un développement différent à 6 mois? Les résultats des enfants se trouvent dans le fichier. J'ai donné le jeu des données. On va essayer de prendre ces fichiers-là. D'abord, on va commencer par afficher la procédure. Je ne sais pas si M. Nabo peut partager son écran. On va voir d'abord ici, c'est quel type de test qu'on veut effectuer. OK. Donc, je vais essayer de partager mon écran. OK. Donc, je vous donne la main. Donc, procédure des tests statistiques dans SAS. On essaie de parcourir ça ensemble. Voir. Je ne sais pas si tout le monde a reçu le fichier. Dans les premiers mails, j'avais envoyé le choix des tests statistiques. Oui. Donc, vous voyez que c'est une moyenne qu'on veut comparer par rapport à une moyenne de référence. Donc, ça veut dire que c'est un test sur la moyenne qu'on veut effectuer. Donc, c'est un test à échantillon unique. Donc, dans la procédure, M. Nabo, vous partez voir, on va parcourir ensemble comment effectuer un test à échantillon unique. Voilà comment ça se présente. Donc, quand vous ouvrez les fichiers, c'est comme ça se présente, non? Oui, il se présente ici. Okay. Et je suis allée à descriptive. Non, on ne part pas d'abord à descriptive. C'est M. Nabo qui va vous dire, en tout cas, la procédure à suivre. D'accord. D'abord, une petite remarque. Quand on ouvre comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un travail préalable à faire?
Oui, au niveau des types de données là, OK. si ce n'est pas paramétré de telle sorte qu'on puisse effectuer les opérations. Tout à fait. Voilà. Par exemple, enfant. Ici, enfant, vous voyez que c'est mis 1, 2, parce que c'est 1, 2, 3 qu'on pense que c'est type échelle. Alors que non, on ne va pas effectuer la moyenne des numéros d'enfants. Oui. Voilà, donc ça veut dire que ça doit être type ordinal. C'est comme si c'était premier, deuxième jusqu'à... Voilà, donc on change, on met ça à ordinal. Et l'autre, c'est bon. Le score, là, c'est bon. OK, donc maintenant, Nabo, on a dit que c'est un test, un petit test à échantillon unique qu'on veut effectuer. Elle doit aller où? OK, je vais parcourir le document. OK. Elle va dans description là. Elle sélectionne. En tout cas, pour les 6 dans la procédure là, test échantillon unique. Donc, elle sélectionne. on va faire venir ici d'abord. On va commencer par vérifier les statistiques descriptives. OK. C'est bon? C'est bon. On voit que notre échantillon là, la taille de l'échantillon est 56. Du coup, on peut appliquer les tests de Suden sans souci. Parce que si l'échantillon est inférieur à 30, il y a des conditions d'abord d'application du test. Peu importe les tests d'hypothèse, dès que l'échantillon est faible, il faut d'abord commencer par vérifier la normalité de l'échantillon. Donc, vous allez faire le test de Shapiro-Wilk pour vérifier si l'échantillon est normal ou pas. Mais dans notre cas, on n'a même pas besoin. Il y a la loi des grands nombres qui s'impose déjà, puisque l'échantillon est supérieur à 30. Donc, on peut passer directement au test sans souci. Et la moyenne, on voit que la moyenne est combien? La moyenne est 104. Voilà. Or, l'exercice nous dit de vérifier quoi? On demande est-ce que la moyenne est... Les enfants PRN là, en moyenne, un développement différent à 6 mois. OK. Voilà. Donc, nous, on veut savoir si la moyenne est différente ou pas. Des 100. Donc, on va venir au niveau des t-tests. One sample t-test, ça veut dire que test à échantillon unique. C'est bon? La variable, cette variable, c'est bon? Et la mesure là, on veut comparer à quelle valeur? On veut comparer la moyenne là à 100. C'est bon? Bon, on avait déjà demandé les descriptions et ainsi de suite. Les statistiques descriptives, on avait déjà coché en haut. Mais je vais cocher ici encore. Donc, vous regardez le test d'hypothèse là. C'est un test bilatéral qu'on va effectuer. On veut savoir si c'est différent ou pas. On n'a pas demandé est-ce que c'est inférieur ou bien est-ce que c'est supérieur. Donc, on coche ici. Différent. Test de normalité, je disais que ce n'était pas la peine. Mais au cas où l'échantillon est faible, vous cochez ici pour vérifier la normalité de l'échantillon. Donc, je pense que souvent aussi, c'est nécessaire de cocher la taille de l'effet. Et on vient là maintenant, on lit notre tableau. J'espère que vous savez comment interpréter ces résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, la p-value là, c'est ça qui nous intéresse. Et on compare cette valeur-là à combien? À 5%. C'est-à-dire 0,05. Si c'est inférieur à 5%, c'est bon. Mais si c'est supérieur, là, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, là, c'est l'égalité à notre niveau. Donc, dans notre cas ici, on constate quoi? On constate que la valeur de P est inférieure à 0,05. Vous me suivez?
Oui. OK. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle, selon laquelle il n'y a pas de différence. Et on peut bien conclure qu'il y a une différence. C'est bon, M. Sanou? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, le graphique en bas même nous montre, hein, voilà la valeur 100 qui est là, et voilà notre moyenne qui est ici, qui est autour de 104. Mais pour reporter, je vais vous montrer d'ici là comment il faut reporter ça dans votre document ou votre article. C'est surtout ces tableaux-là qui nous intéressent, ces résultats-là. C'est ça qui nous intéresse. Des questions? Ou bien des commentaires? C'est de comparer une moyenne, Oui. la moyenne d'un échantillon par rapport à une moyenne de référence. OK. Voilà, donc, selon vous, ça peut être quel test? Et ça peut être le test de Soudain. Voilà, c'est bien le test de Soudain. Oui. À échantillon unique. C'est ça. Voilà. OK. Mais si c'était par exemple deux populations, c'est-à-dire deux échantillons, si on avait deux échantillons et on veut faire des comparaisons des moyennes, en ce moment, vous voyez au niveau des petits tests là, oui, des échantillons indépendants. On allait prendre un independent sample t-test. C'est ça. Voilà. Si par exemple on veut comparer la moyenne des hommes à la moyenne des femmes, voilà. On peut prendre par exemple ça. Et il y a échantillon à parier aussi. Échantillon à parier, par exemple, lors d'une formation, on a l'habitude de faire des tests pré-formation. Avant même de dispenser les modules, on administre un questionnaire. Les gens répondent. Et à la fin, on calcule d'abord la moyenne obtenue par ces participants avant même la formation. À la fin de la formation également, on administre généralement les mêmes questionnaires pour évaluer encore le niveau, pour voir est-ce que la moyenne des participants a évolué après la formation. Leur connaissance, est-ce que la connaissance a évolué après la formation? Donc, dans une telle situation, vous voyez que c'est le même échantillon. On est en train de travailler sur le même échantillon. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça veut dire que là, c'est échantillon à parier. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre les trois échantillons, les trois tests. Oui, je vois ça, je vois. OK. Et à chaque fois, quand vous allez effectuer les tests, l'objectif, c'est de calculer la probabilité. Par exemple, si je prends le cas ici, on avait demandé est-ce qu'il y avait une différence. La moyenne là était différente de 100. Et nous, on sait par exemple, en tant que chercheur, on savait que c'était différent. Mais on formule l'hypothèse contraire. Ça veut dire qu'on prend ce que nous, on veut prouver là. On ne va pas apporter les preuves pour prouver que c'est vrai. Mais on prend l'opposé. Si on rassemble assez d'éléments pour dire que le contraire n'est pas vrai, ça veut dire que ce que nous, on a formulé là, c'est ça qui est vrai. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous, on veut démontrer que c'est différent, c'est ça qui est notre hypothèse H1. Ou hypothèse alternative. C'est ça que vous prenez comme hypothèse alternative. Et le contraire, là, maintenant, vous prenez ça comme l'hypothèse nulle. L'hypothèse H0. C'est ça. On va formuler qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on teste. La p-value, ça, c'est la probabilité de se tromper. Par exemple, nous, on vient de prendre la décision que oui, que c'est différent. Mais quel est le risque qu'on fasse une erreur? Et si c'était la même chose? Il y a un risque qu'on court. Oui. Voilà. Donc, le risque là, c'est ça qui est la p-value. Jusqu'à quel seuil on veut prendre le risque d'affirmer
que c'est différent. Et généralement, on calcule, il y a une probabilité qui est calculée par la machine, le logiciel, et on va comparer cette probabilité-là de se tromper-là à une valeur de référence qui est 5% généralement. Ça dépend des sciences. C'est ça. Voilà. Et si c'est inférieur à cette valeur de référence qui est 5%, ça veut dire que nous, on a peu, en tout cas, on a peu de chances de se tromper. On peut affirmer, en tout cas, jusqu'au seuil de 5%, là, on peut affirmer qu'il y a une différence. C'est ça. Voilà. Quels que soient les autres tests que vous allez effectuer, c'est le même principe. La p-value, c'est en tout cas les risques que vous courez, la probabilité de se tromper. Et vous comparez chaque fois cette probabilité-là à la valeur 0,05, 5%. Si c'est inférieur à 5%, du coup, c'est bon. Vous pouvez affirmer sans vous tromper. Vous pouvez prendre le risque d'affirmer, quoi. Oui, oui. Voilà. Mais au cas où c'est supérieur, cela ne veut pas dire qu'on rejette et de moins qu'on accepte l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle qu'on avait formulée là. Si c'est supérieur, on ne l'accepte pas, mais on ne rejette pas, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça peut être dû à d'autres choses, à d'autres paramètres, à d'autres biais. Parce que généralement, les t-tests, les ANOVA, c'est des tests paramétriques qu'on est en train d'effectuer. Et comme vous le savez, les tests paramétriques sont très sensibles et c'est basé de moins sur la moyenne. Et la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes, comme on l'a vu la dernière fois. Si vous avez un échantillon de petite taille et qu'il y a une valeur aberrante, une valeur extrême dans votre échantillon, vous voyez que ça va fausser directement la moyenne. Oui, oui. Alors que tous ces calculs-là, c'est basé sur la moyenne. Vous voyez déjà que le fait de fausser, la valeur extrême qui va faire fausser la moyenne là, basculer la moyenne, automatiquement, ça va agir sur votre analyse, votre test. Oui. Voilà. Et dans ces cas, il y a d'autres tests. Souvent, on conseille de faire les tests non paramétriques. Ou bien, on revient au niveau de notre échantillon, comme on l'avait vu au tout début, là. J'avais montré au niveau des box plots, là, des boîtes à moustache. On identifie la valeur aberrante et on essaie de comprendre pourquoi on a obtenu cette valeur-là. Si c'était une erreur de saisie, donc on corrige avant de reprendre maintenant notre test. Voilà. Et c'est pas, c'est bon pour les autres? C'est bon. Monsieur Sanou? Oui, allô, c'est bon. C'est bon, ok. Monsieur Savadoro, c'est bon? Oui, je suis. Ok, donc quels que soient les tests que vous allez effectuer, chaque fois, il faut avoir en tout cas ces réflexes-là. Donc, je vais vous laisser vous exercer un peu. Vous prenez les jeux de données. Au niveau des exercices, là, il y a un exercice sur les petits tests, sinon même deux. Sur les tests de Student, vous essayez de choisir et puis vous vous exercez pour voir la procédure. N'oubliez pas aussi de lire le manuel que je vous ai envoyé là, les documents PDF sur les procédures d'exécution des tests statistiques dans JASP là. Vous essayez de parcourir pour voir en tout cas étape par étape comment il faut effectuer ces tests là. On se donne 10 minutes, ça peut aller? Oui, ça marche. Ça marche. Ok. Donc, on reprend à 19h en gros. Ok. N'hésitez pas de noter en tout cas tout ce que vous allez rencontrer comme difficulté. Après, on va échanger là-dessus. Ça peut aller. Ok. Donc, vous pouvez partager votre écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, vous nous expliquez un peu. Moi, j'ai utilisé ce test-là pour comparer deux moyennes avant et après. Ok. Et variable simple test. Ok. Donc, quand j'ai fait l'hypothèse et mis la
la première moyenne est différente de la deuxième moyenne. OK. Et ici, je trouve le plus-value 0,003. C'est inférieur au seuil de 5%. Ça veut dire qu'il y a bien et bien une différence significative entre les moyennes avant et après. OK. Donc, d'abord, la formulation des hypothèses. Comme vous voulez montrer qu'il y a une différence, donc vous prenez ça comme l'hypothèse H1, l'hypothèse alternative. Voilà l'hypothèse. Et vous fixez maintenant le contraire là comme l'hypothèse nulle. C'est ça. Et vous cherchez les arguments possibles pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Voilà. OK. Donc, après les calculs, vous voyez que P est inférieur à 5%. Voilà, à 5%. Voilà. Donc, je peux continuer? Oui, oui. OK, voilà. Donc, je suis allé aussi à calculer aussi les statistiques descriptives des moyennes là. OK. Et c'est ça que vous voyez ici. La moyenne avant, c'est 150. La moyenne après, c'est 135. OK. Voilà. Ça veut dire que ces deux moyennes sont différentes statistiquement. OK. C'est de 5%. Donc, voici une représentation exploite des deux moyennes. D'accord. OK. La mesure à faire ces trucs pour avoir plus de données par rapport à. OK. Donc, monsieur Sidabati, c'est bien. OK. Quelqu'un pour compléter les commentaires? Monsieur Sanou? Oui. Oui, c'est les mêmes tests, c'est le même exercice que vous avez effectué, vous avez traité? C'est ça. D'accord, vous avez eu le même résultat? Oui, oui. Quand j'ai fait la même chose. OK. Moi, en fait, m'excusez, moi, j'ai pris un truc carrément différent. Hein. Comme j'ai donné avec moi depuis longtemps, là, bon, j'ai pris que pour essayer avec ça aussi. Ah, Dieu merci. Voilà, mais c'est bon, ça fonctionne bien? Oui, ça marche. OK. Merci. Des observations? Et Monsieur Belin, vous pouvez revenir un peu au niveau du test de Shapiro-Wilk, là, le test de la normalité. Voilà, deuxième tableau, là. Vous avez déjà coché. Voilà, c'est ça qui est au niveau du deuxième tableau. Oui. L'échantillon est normal ou pas? La distribution, du moins, est normale ou pas? Puisque tout part de là. Si vous regardez la taille de l'échantillon, vous voyez qu'on a 19. Oui, oui. Donc, forcément, il faut commencer par tester la normalité de la distribution. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais attirer votre attention. Et pour le test de Shapiro-Wilk, la valeur de P, l'interprétation, c'est carrément le contraire pour le test de petit test 1. Vous voyez ici, là, P est égal à 0,97. C'est supérieur à? Oui, c'est supérieur à 0,05%. C'est ça, c'est ce qui est recherché justement. Quand vous faites le test de la normalité, le test de Shapiro-Wilk, il faut que la valeur de P soit supérieure à 5% pour que vous puissiez continuer. OK. Voilà. Donc, c'est cette observation-là que je voulais ajouter. Si l'échantillon, la taille de l'échantillon est inférieure à 30, avant même d'effectuer vos calculs, tout là, vous testez d'abord la normalité de la distribution. OK. Voilà, en cochant normality. Et là, ça va vous donner le test de Shapiro-Wilk. Et vous regardez si P est supérieur à 5%. Là, c'est bon, vous continuez avec vos analyses. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, monsieur Sanou, vous avez retenu cette partie? Oui, c'est bon. Merci. OK. D'accord.
Ça marche. Donc, c'est exactement pareil. Que ce soit ANOVA, que ce soit les régressions, vous allez toujours procéder de la même façon. De toute façon, vous avez le guide des procédures et l'outil est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher seulement selon la procédure en fonction des tests. Voilà, il n'y a pas d'autre paramétrage qu'on va vous demander de faire. Tout ce que vous devez faire seulement, c'est vous choisissez votre test en fonction de la nature de vos variables. Vous voyez, est-ce que c'est un t-test? Si c'est un t-test, c'est échantillon unique, c'est échantillon apparié, ou bien c'est échantillon indépendant, ou bien si c'est l'analyse de variance, vous essayez de voir, est-ce que c'est simple, ou bien c'est à 2 facteurs sans répétition, ou bien à 2 facteurs avec répétition. Vous vérifiez toutes ces conditions-là. Et puis, si vous choisissez les tests, maintenant, le reste, là, c'est de suivre la procédure qui est dans les documents que je vous ai envoyés. Et pour l'interprétation, chaque fois, vous regardez seulement la valeur de P dans votre tableau. OK. Oui, oui. Et sans oublier que si l'échantillon est inférieur à 30, la taille de l'échantillon est inférieure à 30, il faut faire les tests de normalité. Et pour ce qui est de l'ANOVA, il y a d'autres tests. Il y a les tests de Leven qu'il faut faire aussi. Mais tout est déjà détaillé dans la procédure. Okay. Voilà, la manipulation est vraiment simple. D'accord. Donc, je pense que c'est l'essentiel qu'on pouvait voir. Hein. De toute façon, on reste en contact. OK. Vous avez les numéros WhatsApp, vous avez les contacts téléphoniques et même les mails. Dans la manipulation, s'il y a d'autres préoccupations, n'hésitez pas à faire signe. Même pas de souci. Oui, oui.